les agréments des partis politiques ne sont pas obtenus facilement. Mais nous espérons qu'avec la nouvelle loi, malgré les freins qui ont été mis et les difficultés qui ont été installées dans la loi, les conditions un petit peu difficiles quand même. Et même il y a d'autres, hein, les libertés collectives, il n'y a pas que les partis politiques, il y a la liberté, il y a des journalistes qui sont allés en prison, il y a des blogueurs qui ont eu des soucis de ce genre. Nous avons, avec toutes les injustices que vous connaissez, historiques ou actuelles, non, on est loin de l'état de droit. Pour nous, dans le parti Mauritanien en avant, l'état de droit, c'est plutôt un état qui applique plus de 95% de ses textes de loi et des textes d'application, ce qui est loin d'être l'état mauritanien. Donc nous vivons plutôt une démocratie, ce que l'autre a appelé une démocratie, c'est-à-dire une fausse démocratie dirigée par des militaires cachés sous leur costume de civils, mais qui ne trompent personne. Je vais toujours, quand on parle de politique et de gouvernance, et votre parti, c'est Parti Mauritanien en avant, pour le rappeler aux fidèles auditeurs. Mais quelle lecture faites-vous de l'absence de volonté politique à régler le passif humanitaire? Alors, nous pensons que le passif humanitaire est une question qui n'a que trop duré. Je pense qu'il est temps que les Mauritaniens s'écoutent à 100% et qu'il n'y ait pas d'intermédiaires, de ne pas laisser les places à des intermédiaires ni étrangers, ni des personnes de notre pays, et qui veulent utiliser ou qui instrumentaliser cette question. C'est une question douloureuse, c'est un passé douloureux, et je pense qu'il faut éloigner la langue de bois. Il faut parler aux orphelins et aux veuves des personnes. Moi, j'ai la chance de passer une grande partie de ma vie d'étudiant en France. J'ai eu à connaître le contenu de l'enfer d'Inal et de tous les écrits qui ont été écrits. J'ai côtoyé des personnes des flammes avec qui je suis pas d'accord toujours, mais quand même, on a pu s'entendre, on a pu s'écouter. On a pu mettre de côté les divergences qui séparent, parce que je pense sincèrement, sans langue de bois, qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent, surtout l'avenir qui nous unit en tant que Mauritaniens, quelle que soit la culture. Et c'est une conviction que j'ai depuis très longtemps. On peut trouver des enregistrements de moi depuis 15 ans où je dis la même chose. Et donc je fais pas de langue de bois aujourd'hui. Je suis pas dans une période électorale. Je cherche pas de voix. Mais je dis que le passif humanitaire doit être résolu, mais il faut que le pouvoir en place et que toute la communauté politique écoute les victimes directes ou leurs enfants et ne pas essayer de ramener un porte-parole, je ne sais pas d'où il vient d'où, avec tout le respect que je dois à la classe politique. Je pense que tout le monde n'a pas le niveau d'honnêteté intellectuelle pour pouvoir résoudre ce genre de problématiques qui sont extrêmement douloureuses. Donc je pense qu'il faut faire comme d'autres pays l'ont fait. Le Maroc et d'autres pays ont des situations semblables où il y a eu des ateliers nationaux, des discussions devant tout le monde, de mettre les cartes sur les tables, écouter tout le monde. Et écouter les douleurs, les frustrations, penser les plaies et après les avoir soignées. Je pense que ça, on peut le faire en Mauritanie. Oui, on peut le faire en Mauritanie, mais docteur, vous savez, la Mauritanie traverse beaucoup de questions qui restent en suspens. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez l'idée de certains leaders politiques qui qualifient la Mauritanie comme un pays d'apartheid? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que... Absolument pas, je ne partage pas. Allez, excusez-moi, terminez votre question. Je dis, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde en qualifiant la Mauritanie d'apartheid? Non, je ne suis pas d'accord du tout. Je m'y suis opposé 2 fois lorsque Biram l'a dit il y a quelques années et lorsque Khalid Diallo l'a suivi, il a dit, entre autres, je ne suis pas en train de mentionner ces noms pour les dénigrer, parce qu'ils ne sont pas là. Je les respecte en tant qu'homme politique, j'ai même eu des échanges positifs avec eux, mais sur ce point, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que l'apartheid tel que nous l'avons étudié a ses caractéristiques extrêmement connues. Les apartheids, il n'y en a pas eu 36 dans le monde. Il y a eu un apartheid sud-africain, il y en a un apartheid semblable en Palestine, il y a eu quelques apartheids ici et là, mais il n'y en a pas eu 36. Dans les 206 pays du monde, je pense que c'est une minorité, une infime minorité où il y a eu un véritable apartheid. Ceci étant, ça ne nie pas l'existence d'un racisme organisé, d'un mépris envers des minorités ou des majorités. Il y a certains qui pensent que c'est des majorités. Bon, après, on peut segmenter la population comme on veut, selon la taille ou la couleur, ou le dialecte parlé, ou la langue parlée. Mais je pense que l'apartheid tel qu'écrit dans des lois où il y a des robinets, où il y a que des noirs qui peuvent boire, il y a des bus où il y a que des blancs qui peuvent monter, il y a des coiffeurs où il n'y a que des blancs qui peuvent y aller, il y a de la nourriture qui peut être achetée que par des blancs et non pas par des noirs, il y a des séparations, la ségrégation telle que nous l'avons étudiée sur les bancs de l'université, on l'a lu dans les livres et on l'a lu dans les articles extrêmement reconnus dans le monde. Non, la situation de la Mauritanie n'est pas un apartheid, c'est une exagération. Au pire des cas, si la personne de bonne foi, ça peut être un abus de langage. Mais ça ne nie pas non plus qu'il y ait des pratiques de racisme dans l'administration, dans les recrutements,
dans la minimisation des langues des autres et dans leurs caractéristiques culturelles. Donc, on vous entend pas parler sur l'accaparement des terres, sur l'esclavage, sur la discrimination, sur le recrutement. On vous entend pas parler, docteur. Nous avons un discours en tant que parti mauritanien avant, on le fait entendre à qui veut l'entendre. Il y a certains qui veulent pas l'entendre. C'est écrit sur notre page Facebook, c'est écrit sur notre site internet, Mauritanie en avant. Nous le disons. J'ai été amené à parler, à faire des lives en français uniquement pour mes frères compatriotes mauritaniens qui ne sont pas hassanophones. Ceci étant, on peut ne pas être d'accord sur le dosage que j'ai fait pour faire passer mon discours, mais je l'ai fait, c'est pas la langue de bois, je ne cherche à plaire à personne, je cherche à plaire à mes convictions. Moi et mes amis de Mauritanie en avant, nous sommes antiracistes. Nous pensons que le racisme ne peut rien, absolument rien construire, surtout au XXIe siècle, et que la Mauritanie a la chance, et c'est pas comme tout le monde le dit sans l'appliquer, la Mauritanie a la chance d'avoir au moins 4 ou 5 ethnies. C'est pas beaucoup. Il y a des pays où il y a une centaine d'ethnies. En Inde, en Afrique du Sud, au Gabon, il n'existe pas, moi, ce que je répète souvent, c'est qu'il n'existe pas un pays dans le monde où il y a une seule ethnie. Ça n'existe pas. Donc, profitons qu'il y ait des Soninké, des Poulars, des Wolofs, et des Bambara et des Hassanophones chez nous en Mauritanie. Même dans les Hassanophones, les Morts ou les Morts blancs ou les Morts noirs, etc., il y a même des subdivisions dedans. Cette diversité peut être positive. Si on le veut, mais on peut en faire une guerre civile si on veut aussi. On peut en faire un apartheid, comme vous dites. Mais on m'entend pas beaucoup. Les terres, l'accaparement des terres durant les événements de 1989 et après plus tard, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Peut-être pas assez, si vous voulez dire. J'ai pas eu l'occasion d'en parler assez, mais c'est une conviction en tout cas. Et le fait de parler des recrutements qui ont été mal faits, également. Le fait d'appeler d'un certain nombre de ségrégations, j'en ai parlé également. Donc, on m'entend pas. Ben, je sais pas c'est qui on. Et je ne sais pas quand, est-ce que c'est pas assez. Peut-être que je parle pas le Soninké, c'est vrai. Je parle pas malheureusement le Poulard, mais je m'y mets. Je connais des mots et je continue à parler. Je pense qu'avec le temps, mon discours sera plus audible. Il y a des gens qui préfèrent camper sur des préjugés sur moi. C'est un jeune mort blanc, descendant d'un fonctionnaire mauritanien mort blanc. Ça ne peut qu'être quelqu'un de Tavrarzéné qui ne connaît rien à tout ça, qui ne connaît rien à la douleur. C'est un petit mort blanc ou arabo-berbère, comme aiment disent certains, que vous connaissez très bien. Et que voilà, il est certainement raciste lui-même, déjà par défaut. Ou alors, s'il n'est pas raciste, il est méprisant. Mais c'est parce que quand je suis pas d'accord avec des frères à moi, des compatriotes noirs ou blancs, je m'exprime de la même manière. Donc, il y a des gens qui veulent que quand je vais dans un groupe WhatsApp où il y a que mes frères Soninké, Poulard, Wolof, je dois parler avec une langue de bois qui dit que je suis gentil et docile, alors que moi, je parle avec la même ferveur, que je sois avec des arabophones ou avec des Soninko, voilà, faut parler à tous les Mauritaniens. Docteur, existe-t-il l'esclavage en Mauritanie? Aujourd'hui, on a vu des lois de justice et tout ça. Est-ce que l'esclavage, jusqu'à présent, on peut dire que ça existe en Mauritanie? Je pense que ça a existé pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, pour être très franc avec vous, et je ne veux pas noyer le poisson, mais je vais être rigoureux, je n'ai pas connu moi-même des cas d'esclavage direct. J'ai vu les séquelles chez toutes les communautés mauritaniennes. D'ailleurs, c'est des fois plus sévère chez certaines à qui on s'attend pas que d'autres. J'ai vu moi-même à la Brakna, quand j'étais jeune, un cimetière de Mauritaniens, je ne vais pas dire de quelle culture, c'est pas important, mais un cimetière où les esclaves étaient séparés dans leur tombe par rapport à leur maître. Donc je pense qu'il y a eu des cas d'esclavage très graves en Mauritanie dans toutes les cultures, j'insiste sur ça. C'est pas pour dire que c'est un bonheur, c'est un malheur partout. Mais je pense qu'il y a eu des avancées réelles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un délit. Comme il y a encore des voleurs en Mauritanie, mais le vol est interdit. Tous les jours, il y a des voleurs qui vont en prison. Je pense que raviver si ça ravive la haine, on utilise l'esclavage en disant ton grand-père, il m'a fait esclave, mon grand-père, et donc toi tu es coupable. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que l'injustice ne se nettoie pas avec une injustice. Il y a bel et bien eu l'esclavage en Mauritanie. Il y a encore des séquelles très graves, des fois plus graves que l'esclavage lui-même, parce qu'il y a eu des esclaves avant qui étaient mieux traités il y a eu des esclaves qui étaient mieux traités que les descendants d'esclaves. C'est un paradoxe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelques affranchis, entre guillemets, qui ont subi la gravité de l'esclavage plus que leurs ancêtres. Il y a des cas qui arrivent comme ça. À mon avis, on est plus à 90% dans les séquelles. Moi, je suis né à Nouakchott. J'ai été élevé à Nouadhibou pendant quelques années, puis à Nouakchott. Donc, il m'est difficile de vous dire que j'ai vu des cas d'esclavage. Je suis allé à Ambrousse,
Mais les organisations comme SOS Esclaves de Boubacar Massoud, comme Ira Duranda ou Labeid, comme Brahim Warlamdan, dénoncent cela avec des preuves. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre le cas de Yarg, aujourd'hui, qui a été esclave. Aujourd'hui, jusqu'à présent, en Mauritanie, pourquoi, s'il n'y a pas l'esclavage, pourquoi l'État continue à pouvoir lutter pour éradiquer l'esclavage? Et vous vous souvenez du rapport des Nations Unies par rapport au cas de l'esclavage en Mauritanie? Pourquoi vous vous basez sur quel niveau pour dire qu'il y a des séquelles, alors que vous n'oubliez pas la création aussi de Tadamoun, pour dire qu'on lutte contre les séquelles de l'esclavage. Qui devient Tadamoun, je suis d'accord avec vous. Je suis, que l'on me comprenne pas mal. Je ne suis pas du tout dans la négation en disant qu'il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y en a. Mais moi, vous m'avez demandé moi-même, je vous dis que je le vois, je l'ai pas vu moi-même, mais je suis sûr que ça existe. Mais par rapport, il y a combien de cas? Il y en a combien de cas semblent. J'ai même vu la vidéo qui date de quelques 10 ans, où il y avait Biram dedans, il y avait Aminatoumont Ali, qui était en train de prendre une dame chez elle. La dame refusait de venir, il y avait son frère avec. J'ai vu des cas comme ça. Mais ça, par rapport à 5 millions d'habitants, pensez-vous qu'il y a combien de cas, il y a combien d'esclaves? Pensez-vous qu'il y a 1 million d'esclaves? Ou 500 000 esclaves, ou 100 000? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je ne suis pas dans la négation. Il ne faut pas que ce soit clair. Je pense qu'il y en a, mais il faut que l'État l'éradique. Il ne faut pas que l'esclavage ou l'héritage de l'esclavage, ça peut être utilisé pour détruire le pays, pour complètement fissurer le tissu social. Mais ça peut être aussi éradiqué si tout le monde le prenne positivement et qui veut vraiment l'éradiquer et fermer cette plaie. J'espère que je me suis fait... Êtes-vous d'accord pour une identité haratine? Je suis d'accord pour toute identité nouvelle qui est confirmée, qui est suffisamment justifiée culturellement. Je pense que la question d'identité, c'est pas à moi, professeur d'informatique et de développement des programmes informatiques, qui doit trancher. Il y a des spécialistes qui s'appellent des spécialistes de sociologie, qui connaissent à partir de quand une identité socioculturelle ou une identité ethnique existe. Mais de ma connaissance de profane et de vraiment quelqu'un de tout le monde, monsieur Lambda, je pense que si on parle le même dialecte, on fait la même fête, on se ressemble dans tout, sauf la couleur. Je pense qu'une seule couleur ne peut pas faire une identité culturelle. Encore plus chez les morts, ils sont pas tous blancs. Il y a des morts blancs qui sont plus noirs que d'autres haratines. Donc il faut me trouver suffisamment de caractéristiques. Après maintenant, j'ai entendu dire, j'ai suivi beaucoup d'attaques récemment. On m'a même insulté, on m'a dit beaucoup de choses. Je vois même des insultes ici, chez vous, là, ce soir, mais c'est pas grave, je suis habitué. Et il y a des gens qui m'ont dit, non, toi, ça veut dire que tu es raciste, tu veux forcer les haratines à devenir blancs. Moi, je force rien du tout. Moi, je dis, qui veut être qui veut. Déjà, il faut donner la liberté fondamentale aux gens de dire ce qu'ils veulent être qui. Par exemple, si les poulards veulent rester poulards toute leur vie, c'est très bien. Ils sont poulards. Si les soniqués veulent l'être, s'il y a des sous-groupements dedans qui veulent l'être, s'il y a des serrères au Sénégal qui veulent pas être des Wolofs, c'est leur choix. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que moi, je suis docteur, juste pour vous dire, il n'y a pas d'insulte, on ne va pas l'accepter. Les gens faut faire des commentaires qui sont contraires par rapport à votre vision en tant qu'homme politique. Si vous permettez, je termine juste par rapport à l'identité haratine. Pour ne le comprennent pas encore une autre fois. Il y a des gens qui sont très prêts, ils sont prêts à dégainer à chaque fois que tu Docteur, est-ce que vous n'avez pas un discours nuancé? Non. En fervent. C'est une façon polie de me dire que j'ai un double discours, peut-être, ou un triple. Ouais, mais je demande, je dis, par exemple, qu'est-ce que vous appelez nuancé? Est-ce que vous n'avez pas un discours nuancé pour être correct avec vous? Absolument pas. Donc c'est une façon nuancée également de me suggérer un discours de langue de bois. Je vous dis que non. Moi, je pense que moi, ce que je n'accepte pas, c'est que certains haratines intellectuels de haratines veulent avoir un paternalisme sur tous les haratines. C'est une forme de terrorisme intellectuel que j'accepte pas. On peut pas remplacer l'esclavage classique et barbare, ancien, par un nouvel esclavage qui dit non, moi je suis un leader de haratine, donc c'est moi qui définis aussi. C'est à personne de dire ce qui est le haratin. Il faut laisser tout le monde dire ce qu'il a envie d'être. Donc, voilà. Sur cette question, on va continuer, docteur. Sur le dialogue national, est-il au moins sincère de réconciliation ou une simple opération cosmétique? Pardon, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je disais par rapport au dialogue national. Je dis, est-il un moyen sincère de réconciliation ou une simple opération cosmétique? Alors, pour l'instant, nous voyons que le côté cosmétique. Honnêtement, ceci étant, notre parti mauritanien en avant, il a remis sa feuille de route et sa contribution dans la plateforme. Pour l'instant, on n'a remis que la feuille de route.
et nous l'avons amené à Moussa Fall avec les 10 autres partis politiques de l'opposition. Bon, on peut pas dire non plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça nie, ça balaye complètement l'espoir d'avoir un dialogue. Mais pour l'instant, rien ne confirme son sérieux, le niveau de sérieux qui est demandé. Donc pour l'instant, on peut être dans les cosmétiques. J'espère qu'on passera à l'étape suivante, comme vous dites, de sérieux quoi. Ouais. Ah, c'est le parti mauritanien en avant. On va venir sur la société parce que c'est des grands thèmes et je sais que vous les maîtrisez en tant qu'enseignant et quelqu'un qui est vraiment outillé par rapport à ces questions-là. Société et cohésion nationale. Le système actuel marginalise-t-il certaines communautés? Et pourquoi la jeunesse mauritanienne perd de confiance et l'avenir à l'avenir du pays? Alors, ce sont deux questions. La première, je pense que le régime actuel peut marginaliser absolument tout parce qu'il est dans l'arbitraire dans beaucoup de choses. Donc, il peut marginaliser volontairement ou involontairement, non seulement des minorités, des couleurs, des cultures. Il peut ne pas respecter la langue de certaines composantes mauritaniennes. Il peut faire des nominations d'une seule couleur. Il peut faire des équipes de football d'une même couleur. Il peut faire absolument tout. Parce que c'est pas un état de droit. Vous avez très bien répondu à vous-même en commençant par poser la question de l'état de droit. Lorsque nous ne sommes pas dans un état de droit, eh bien, tout est possible. Tout est possible. Il faut s'attendre absolument à tout. Quand on n'est pas dans un état de droit, on est plutôt dans l'arbitraire. Donc, quand c'est l'arbitraire, il va naturellement marginaliser les haratim, les soniquets, les polars, une partie des morts, les forgerons. Il va marginaliser les plombiers, les électriciens, il va marginaliser les instituteurs. Pensez-vous que 24 000 instituteurs aux professeurs de collège ne sont pas marginalisés? Ben, ils ont des très mauvais salaires, de très mauvaises retraites. Donc la marginalisation, théoriquement, c'est un comportement collectif qui vise à mettre de côté, à mettre en marge une frange de la société. Elle peut être culturelle, cette frange. Elle peut être d'un certain niveau de vie. Ça peut être un bidonville. Moi, je pense que les gens de PK12 ou des PK18 sont marginalisés, de certaine manière. Je pense que les forgerons sont insultés, sont marginalisés régulièrement, dans toutes les cultures, hein, pas que dans la culture moi. Donc, tant qu'on n'est pas la seule solution, en Mauritanie, c'est l'état de droit. Où tout le monde, ou un soniqué, un poulard, un wolof, un Mauritanien qui veut être de l'un ni l'autre, un mélange, un métis entre les deux, va trouver ses droits et ses devoirs de façon claire. Je disais par rapport à ça, par rapport à la jeunesse, pourquoi aujourd'hui en tant que jeune, parti mauritanien en avant, pourquoi la jeunesse mauritanienne perd vraiment un avenir inquiétant? Oui, excusez-moi, j'ai oublié la question. Je pense que c'est très clair, la jeunesse n'a pas de place. Lorsque vous savez que en Mauritanie, je suis tombé sur une statistique récemment qui est alarmante. Il est une statistique qui dit que il y a 4% de Mauritaniens qui sont au-dessus de 60 ans. 4% seulement des Mauritaniens qui sont au-dessus de 60 ans. Et bien, si vous regardez le niveau d'âge du gouvernement actuel, c'est 55 ans. Alors que Razouani a dit que ce sera un gouvernement de jeunes et pour la jeunesse. Il a dit comme ça, texto. Et donc, la moyenne d'âge du gouvernement actuel, c'est 55 ans. La moyenne d'âge des présidents des conseils d'administration qui touchent 2 millions ou 3 millions par mois, qui ont une belle voiture, et qui ont une belle maison, et qui ont déjà une belle carrière, entre guillemets, eh ben, ils sont tous au-dessus de 70 ans. Entre 65 ans et 75 ans. Donc, voilà pourquoi une population, vous savez combien fait la jeunesse mauritanienne? La jeunesse dans la région où on est, la région du monde où on est, la région du subsaharienne, là, le Sahel, le Maghreb arabe et le Sénégal et les pays là, la jeunesse, elle est comptée de 15 ans à 34 ans. Eh bien, ça, c'est 2 200 de Mauritaniens sont entre 15 ans et 34 ans. Vous imaginez? En dessous de 40 ans, c'est 82% des Mauritaniens. Eh ben, ça explique lorsque vous avez aucun banquier jeune mauritanien, vous avez aucun jeune mauritanien qui est président du conseil d'administration, mais aucun, qu'il soit blanc ou noir, on va rentrer dans les autres injustices. Vous avez aucun millionnaire quasiment jeune mauritanien, très rare, milliardaire, pardon. Aucun milliardaire jeune mauritanien. Sauf si c'est un héritier. C'est un héritier direct de quelqu'un qu'on connaît. À part ça, il n'y a aucun. La jeunesse mauritanienne, elle ne trouve aucun recrutement qui est fait correctement comme il faut. Lorsqu'ils sont salariés, ils ne signent pas de contrat en général. Lorsque ces contrats sont signés, ce sont des contrats CDD ou des CDD masqués. Eh bien, je pense que les 40 à 50 000 Mauritaniens qui ont fui vers le mur du Mexique pour aller aux États-Unis, ils ne fuient pas que les salaires, ils ne fuient pas que les libertés collectives qui sont bafouées. Ils fuient un écosystème, un environnement d'injustice. Lorsqu'ils font un taxi, ils se font arrêter 5 fois par un flic pour leur demander de l'argent.
Lorsqu'ils veulent parler de leur liberté, lorsqu'ils font blogueur, ils sont menacés par la HAPA. Lorsqu'ils veulent aller jouer au foot, ils ne trouvent pas de terrain pour jouer au foot. Lorsqu'ils veulent faire un gymnase, il faut qu'ils payent un gymnase qui coûte cher. Lorsqu'ils veulent faire une colonie de vacances, ils n'ont pas d'infrastructure de divertissement. Connaissez-vous un endroit de divertissement correct à Nouadhibou, à Nouakchott, qui sont les deux capitales? Il n'y a pas. Donc tout ce que la jeunesse demande, il n'y en a pas. Alors le paradoxe, c'est que la jeunesse est majoritaire en Mauritanie et c'est celle qui a le moindre des choses en Mauritanie. Donc voilà ce qu'il fait, ce qui explique, répond à votre question. La jeunesse elle est en fuite, elle cherche d'autres horizons, elle cherche à vivre sous d'autres étoiles. Docteur, je viens sur